Merci, bienvenue. Alors, je vais tenter de vous présenter sous un angle particulier une partie des analyses et des travaux qu'on a faits. La question qui se posait, c'est comment les préposés d'appel d'urgence parviennent à ne pas tomber malades. Parce qu'ils y arrivent, ils tiennent à l'intérieur de ce métier-là, comment, en dépit des contraintes de travail auxquelles ils sont confrontés. Puis à l'inverse, on peut même aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce métier en termes de développement et d'accomplissement de soi? En fait, la question qu'on pose souvent en psychodynamique du travail, c'est aussi aller jusqu'au bout, voir ce qui nous fait tomber, mais aussi comment on tient surtout. Et qu'est-ce que le travail fait de nous? La méthode, rapidement, pour vous dire de la manière dont on a procédé, c'est principalement des entrevues de groupe qui ont été réalisées. Alors, on a 4 groupes de préposés qui ont été répartis dans 4 centres d'appel, qui ont été rencontrés à 2 reprises. Une première rencontre de 3 heures avec chaque groupe. Les préposés étaient invités à parler de leur travail, de présenter les différentes interprétations qu'ils avaient de leur travail, des contraintes qu'ils rencontrent, mais aussi la façon dont ils y font face. La deuxième étape, ça a été tout un travail d'analyse, de discussion. Et par la suite, il y a eu une deuxième rencontre avec chacun des groupes pour valider la compréhension et l'interprétation, aller plus loin sur certains thèmes, pousser plus loin, mieux comprendre. Et l'objectif, en fait, c'était de comprendre le travail. Donc, je vous présente le fruit de ce travail-là en débutant par quelques éléments du travail des préposés d'appel d'urgence. Bon, d'abord, une des composantes vraiment forte de ce travail-là, c'est vraiment un travail qui exige de faire un traitement rapide et complexe des demandes d'aide. Pour être capable de prendre les appels, ils doivent se tenir toujours prêts à tout entendre. Être capable d'évaluer très rapidement la nature implicite et explicite des demandes, c'est être capable d'en arriver à interpréter l'ambiance sonore, de lire entre les mots, la nature de la demande pour juger en quelques secondes de l'importance de la situation, de déterminer le niveau d'urgence. Vite, être capable de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui se passe tout de suite ou c'est quelqu'un qui appelle puis l'histoire est déjà passée? Il faut aussi toutes les secondes qui sont gagnées pour juger, évidemment, de la répartition adéquate de la demande. Bien, ça va se traduire sur le terrain en bien, en vie épargnée. Et évidemment, toutes les demandes sont importantes. Ça, c'est l'enjeu, parce qu'à travers des demandes très importantes, on a des gens qui appellent pour savoir il est quelle heure. Ils ont appris à prendre le contrôle de l'appel, mais aussi à être en contrôle. Alors, c'est vraiment tout un travail à 2 niveaux. Il faut arriver à clarifier la situation par un jeu de questions et reformulations. Donc, ils vont avoir d'abord à gagner la confiance et la collaboration de l'appelant. C'est pas évident de toucher, aller chercher vite la confiance, être capable de décoder à qui on parle rapidement pour savoir comment se positionner pour aller chercher la confiance. On voit qu'en quelques secondes, il y a beaucoup d'habiletés qui sont déployées pour arriver à mettre en œuvre un traitement de l'appel qui semble assez simple, ou en fait qui se passe d'autant plus assez rapidement. Il y a aussi l'utilisation du doute parce qu'on va voir tout à l'heure, la mise en doute dans le traitement des appels, c'est un outil d'investigation. On n'est pas dans un traitement technique. Le fait de devoir tenir le doute comme élément, comme outil de travail pour être capable d'entendre, puis être capable de dépister en 2 tons de voix l'urgence ou vraiment ce qui est dit, même si quelqu'un raccroche, tout semble correct. Parfois, ils ont le doute puis ils disent non. Il y a quelque chose qui devrait être creusé un peu plus loin. Donc, c'est un outil d'investigation du côté, en fait, de la recherche plus que du côté du traitement simple. Recadrer les demandes, c'est loin d'être évident. Ils vont souvent savoir argumenter, convaincre, rassurer. Parfois, avoir à défaire des scénarios. Les personnes sont déjà parties dans tout un scénario. Avant de donner le service, il va falloir défaire l'idée que les personnes se faisaient pour les ramener des fois, les informer sur les droits et les responsabilités. En fait, l'étendue des services qui sont offerts, qu'est-ce que le 911 va pouvoir offrir, puis qu'est-ce qu'aussi, c'est pas l'endroit nécessairement pour faire ce type de demande. Donc, aider le citoyen à comprendre l'étendue et les limites du service. Des fois, il disait, j'ai pris quelques petits verbatims de ce qui avait été dit dans le cadre des entrevues. Il faut être psychiatre, psychologue, avocat, conseiller matrimonial, pédagogue, médiateur. Mais aussi, on va voir qu'ils vont beaucoup préserver l'image institutionnelle. Il faut aussi apprendre à canaliser ses émotions. Passer d'un état relativement passif à un état de mobilisation intense, et ça, d'un appel à l'autre.
Il faut arriver à régler ses émotions selon la simultanéité de l'appel, parce qu'il y a des appels qui sont vraiment en même temps, l'événement se passe pendant l'appel. Il faut être capable de régler, est-ce que c'est quelque chose qui se passe, qui est déjà passé, et donc toute la charge émotionnelle doit rester mobilisée pour être capable vraiment d'être présent. Ils entrent dans une bulle. Quand ils arrivent et qu'ils prennent les appels, ils entrent dans une bulle particulière. Ils sont différents. Ils ne sont pas assis sur n'importe quelle autre chaise. Ils sont vraiment au travail. Ils doivent maintenir un niveau de concentration très élevé pour être capable de rester à l'écoute de l'autre. Alors, c'est un travail, évidemment, qui mobilise, un travail d'enquête qui fait appel à l'intelligence et au discernement. Donner un sens aux indices, dénouer l'énigme, reconstruire l'histoire, entendre au-delà des mots. Le désir d'aider, c'est le premier moteur qui va faire en sorte, parce que qu'est-ce qui fait qu'on va entrer dans cette mobilisation? Pourquoi on ne fait pas techniquement, on prend les appels? Non, il y a quelque chose qui vient vraiment mobiliser, et là, le désir d'aider est vraiment le moteur le plus puissant. Chacun des groupes est revenu avec cet élément-là. C'est l'élan nécessaire pour s'engager dans l'écoute et être prêt à tout entendre. Être prêt, un travail aussi qui tient en haleine. C'est un travail vraiment particulier, c'est un travail qui accroche. Chaque appel a son potentiel d'inattendu. Ils sont les témoins au quotidien de la partie sombre du monde. 35 heures semaine, ce qu'on voit, c'est la partie de la population qui est malade, désorganisée. Donc, une fois qu'on entend, on a accès à la violence, on a accès à la partie désorganisée de nos municipalités. Et une fois qu'on entend certaines choses, on ne peut plus faire comme si on n'avait pas entendu. On ne peut plus faire comme s'il n'existait pas. On ne peut pas ne pas y penser, ne pas y repenser, ne pas en tenir compte. Comment on arrive à mobiliser cette charge émotionnelle? Comment on tient dans ce travail émotionnellement exigeant sans se laisser gagner par la peur, l'anxiété et le désespoir? Face aux exigences de ce travail émotionnel très particulier, ils vont mettre en place des savoir-faire de métier et des stratégies défensives de métier organisées collectivement. On va en voir 3 principales ensemble. La première, on va voir qu'ils vont créer un répertoire émotionnel en 3 phases, en 3 étapes. La deuxième pratique, le savoir-faire qui est utilisé, c'est l'utilisation du récit d'expérience et l'humour. Donc, on va aller voir la création du répertoire émotionnel en 3 phases. La première phase, c'est, en fait, la première année, 1 an et demi, sert à cerner les contours du terrain, un peu comme dessiner la map. En fait, définir l'étendue du répertoire émotionnel. Ils ont besoin de faire la première expérience de chaque chose pour voir un peu quelle est la grandeur du terrain, jusqu'où ma charge émotionnelle peut m'amener pour une première fois. Et là, c'est l'expérience des premières fois, un premier tour de piste des grands et des petits événements, le premier suicide, mais aussi la grand-mère qui perd ses lunettes puis qui appelle parce qu'elle ne trouve pas ses lunettes. Donc, ce tour de piste-là peut prendre 1 an et demi, et va permettre de créer une première, un sentiment de voir, bon, écoute, mes émotions, ils vont partir là, dans un registre qui va se situer à peu près sur ce terrain-là. Et ils vont encoder. Le répertoire émotionnel, c'est comme une banque de données émotionnelles qu'ils vont construire pour les faire fonctionner et qu'ils vont utiliser. Mais la deuxième phase, il faut la détailler, cette banque de données-là. Et là, ça prend plusieurs années. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans, parfois jusqu'à 7 ans. Il faut détailler pour construire, en fait, ce qu'ils vont faire. C'est comme s'ils détaillaient la carte de chacun des événements. Ils vont revoir les observations sous différents angles. Ils mettent le nom des villes. Ils commencent à mettre la chair autour de chacun des événements. Et ça leur permet, en fait, de créer une espèce de base de données qui permettent de mettre à distance les affects, les émotions. Ça produit une espèce de schème pré-encodé où est-ce que l'émotion qui est partie, qui est allée 2-3 fois dans le domaine, on commence à se familiariser, à l'apprivoiser. Et là, ils l'ont dans leur banque émotionnelle. Quand l'événement se reproduit, ils ont déjà la connaissance émotionnelle de où est-ce que ça va les amener émotionnellement. Alors, c'est fort intéressant, mais il y a un danger. Il y a un danger parce que c'est quand même une zone où est-ce que s'il faut que tu deviennes comme un robot qui a encodé tout ton système émotionnel, puis qui arrive un événement, puis tu sors la cassette, ben tu n'es plus là. Alors, l'enjeu, c'est d'aller plus loin. L'enjeu, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est de consolider la base de données en un système solide, mais flexible.
Alors là, il est là, toute l'intelligence du métier, de rester ouvert. C'est difficile de ne pas mettre le système mécaniquement parce que s'ils ne maintiennent pas le doute et s'ils ne restent pas ouverts, ils ne vont plus entendre les nuances, ils ne vont plus être capables de décoder. Alors, il ne faut pas se protéger complètement. Et dans plusieurs métiers, dans certains secteurs d'études qu'on a fait du côté du travail à risque pour la sécurité physique, la tendance dans certains métiers face à la peur, face au danger, c'est de couper les affects, couper les émotions. Dans le travail des préposés d'appel d'urgence, on ne peut pas les couper. On doit rester en contact. Alors ça permet de se distancier des automatismes pour saisir, évidemment, maintenir la saisie de l'indice critique, entretenir la souplesse, maintenir le doute, tout un processus de désensibilisation affective tout en restant connecté. Alors, c'est très intéressant. Ça permet vraiment la création d'une banque de données qui est utilisable, mais qui n'est pas rigide. Ce n'est pas un système qui est fermé, ce n'est pas un système qui est rigide. Alors, c'est évidemment que ça permet, c'est ce qui leur permet, cette banque émotionnelle-là, de tenir pendant plusieurs années, de tenir pendant 20 ans. Le récit d'expérience, qui est la deuxième stratégie qui est mise en place, où est-ce que les préposés, en fait, vont revoir, vont raconter à l'autre les situations, certaines situations, pas toutes, mais certaines situations, ils ont besoin de revoir. Alors, les situations de tension émotionnelle sont épluchées, révisées, revisitées, jusqu'à ce que la tension restante soit complètement absorbée par le constat, après analyse d'avoir bien fait son travail. Donc, on repart avec l'autre, on redéroule la charge émotionnelle et on revient, on analyse, et là, ça permet de liquider. Parce que la question, c'est de voir comment on ne reste pas pris avec ça, comment on liquide cette charge émotionnelle-là. Ça permet aussi de revivre, de refaire l'histoire, de reconstruire les situations d'urgence ou leur traitement avec tous les tenants et aboutissants, les péripéties, les rebondissements, donc remettre les émotions en circulation et de, évidemment, traiter cette charge émotionnelle. Évidemment qu'aussi la mise en mots de l'expérience participe à tout un traitement symbolique. Mettre des mots sur des choses permet d'arrêter de la voir dans l'inconscient qui nous réveille la nuit, mais de pouvoir se l'approprier, donner un sens, et ça joue évidemment sur notre capacité de digérer, de métaboliser ces affects-là. Évidemment, pour fonctionner une démarche comme celle-là, ça prend l'élément de base, la confiance, qui est la condition pour qu'on puisse raconter à l'autre. Donc, la confiance les uns avec les autres. Ça permet aussi de développer toute la technique, parce que c'est là aussi qu'on développe la technique, comment on arrive, il y a tout un travail technique, les réflexes nécessaires pour une prise de décision rapide en situation d'urgence, prédire, questionner, lancer l'intervention. Alors, on voit que ça se construit aussi à l'intérieur de ça, mais c'est aussi une stratégie très, très performante pour la transmission des savoirs qui sont des savoirs d'expérience, qui sont pas... On ne peut pas les apprendre dans les livres, on ne peut pas les apprendre avec les résultats de recherche, c'est des savoirs qui se développent sur le terrain. La troisième mécanisme, la troisième stratégie qui est en place et qui est extrêmement riche, c'est l'humour, qui est une thérapeutique pour conjurer l'indicible, ce qui ne peut plus être dit, ce qui ne peut plus être entendu, puis tenir la santé, rester en santé. C'est un humour qui est extrêmement efficace, mais qui est extrêmement intelligent. C'est un humour qu'ils ont développé les uns avec les autres. Il y a deux niveaux. Un premier qui est le registre classique économique. Tu sais, l'humour, ça permet d'avoir du fun, puis on décharge l'émotion, on se libère des tensions. Évidemment, ça permet de rejouer l'expérience émotionnelle, parce que dans la blague, il y a une montée de la blague. On monte, puis à un moment donné, il y a la chute qui permet de décharger une partie des affects. Oui, c'est là. Ça permet aussi l'humour de dire beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de dire. À travers la blague, on est capable de sortir une partie des choses qu'on n'est même pas capable de s'entendre penser. Donc, il y a sans être jugé, sans danger, alors ça permet de faire un travail très, très particulier, de liquider l'affect, de banaliser l'événement sans la nier, sans la mettre, l'enfermer pour plus la voir, ça permet de la traiter. Donc, c'est extrêmement intéressant d'exprimer les affects de haine parfois, parce que la colère, la rage de ce qu'on a pu entendre, dans une forme tolérable et partageable. Mais il y a un autre niveau qu'on a rencontré, c'est une des premières fois que je rencontre, c'est la première fois que je rencontrais ce type d'humour-là, qui est un humour dans le rapport à l'autre. Pas seulement pour se libérer eux, mais quelque chose d'établi, un humour de soutien,
Ils arrivent entre eux à créer une façon de faire, à connaître l'autre suffisamment pour tout d'un coup, un humour qui est dirigé vers l'autre, pour aider l'autre à traverser l'idée de la mort, parce que ce qu'on entend à un moment donné, ils vont voir quand l'autre est pris dans quelque chose de difficile, ils vont aller le chercher à travers l'humour. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'humour soit pointu, ciblé. Quand on entre dans le drame, pour décrocher le drame puis le ramener à un autre niveau, il faut que l'humour soit fin. Se protéger de l'insensé, l'innommable, le hors-sens. Parfois, les rires s'arrêtent parce que des fois, on atteint quand même notre limite. On rencontre la limite, l'impasse. Il y a des choses qui résistent aussi au système défensif. Il y a des éléments qu'on ne métabolise pas tout, mais ils en font une très, très grande partie. Alors, des fois, ils vont regarder les autres rire et puis progressivement, ils vont être ramenés dans le groupe. Alors, il y a tout un travail de coopération puis de collaboration qui est fait entre les préposés et qui, sans se le dire, sans être explicite, est extrêmement important pour fonctionner, tenir dans le métier. Cette construction des savoir-faire et des stratégies, ben, c'est un travail qui engage puis qui sollicite tout le corps. Beaucoup de choses, ils l'ont appris à travers leur expérience, le vécu, sentir, entendre, comprendre. Et c'est d'expérience en expérience que ce travail rend plus sensible. Qu'est-ce que le travail nous amène? Ben, à faire des gens qui développent une grande sensibilité, une grande capacité d'écoute, qui raffinent les sens, qui aiguisent l'intelligence. Alors, c'est vraiment un beau métier. C'est un métier aussi qui ouvre sur la relation à l'autre. C'est un métier qui fait du beau monde. C'est pas tous les métiers qui permettent de développer la prévenance, la bienveillance, le respect de l'autre. Et moi, j'ai réalisé en travaillant avec les préposés d'appel d'urgence que très souvent, tout le traitement qui était fait, même parfois beaucoup d'appels qui vont traiter en prévention, ben, c'est ce qui fait que je dors beaucoup plus tranquille. Alors, j'ai eu que de la gratitude envers ce métier-là. Et donc, c'est donc pour moi un réel plaisir aujourd'hui de venir transmettre et de montrer comment on y arrive dans ce métier-là à travers, évidemment, tout un système de complexe de formation et de développement des compétences. Et c'est avec plaisir que j'inviterai Benoît Grenier à venir ajouter et venir nous parler directement en tant que préposé d'appel d'urgence. Benoît? Mon nom est Benoît Grenier. Je suis au service de la police de Saint-Jérôme depuis 15 ans. Ça fait 18 ans que je pratique le métier de répartiteur. Alors, j'ai oublié ça, ce petit papier-là. Alors, naturellement, quand j'ai entendu parler de cette étude-là, ça a été ma réaction fut très positive. J'ignorais par contre qu'à ce moment-là, que j'étais pour participer activement à toutes les réunions à Montréal puis un peu partout là, avec les autres corps de police. Et puis, de fil en aiguille, naturellement, il y a un développement qui s'est créé, des idées et suivies, furent mises en place et la progression de cette étude a pu faire des pas de géant. Nous avions enfin, je sentais, je parle pour nous les répartiteurs, nous avions enfin le sentiment d'être enfin reconnus pour ce que nous accomplissions dans ce milieu de travail mal connu, que je compare facilement comme étant parfois on est les premiers de la chaîne alimentaire, c'est simple. Quand nous recevons un appel de quelque nature que ce soit, il faut savoir traiter avec justice, quelle que soit la banalité ou l'urgence. Grâce à cette étude et les résultats qui en découlent, nous sommes déjà en mesure de pouvoir fonctionner plus effectivement. Fait qu'on parle de la position ergonomique qui a évolué, en tout cas à mon niveau. La préparation mentale, ici, avant les corps de travail, ça a évolué. Et puis aussi, des fois, sur les appels, c'est plus facile de faire une analyse des appels qui sont plus difficiles à gérer. Et plusieurs d'autres exemples seraient à noter. En conclusion, ce projet d'étude dépasse largement mes attentes. Il a su répondre aux besoins et à la reconnaissance du travail qu'effectuent les préposés. Et naturellement, j'aimerais remercier en particulier Georges, Louise, toute l'équipe qui sont impliqués de près ou de loin à cette étude. En terminant, j'ai marqué une petite note personnelle. Notre travail se fait souvent dans l'ombre, mais l'ombre est souvent due à notre luminosité, nous, les répartiteurs. Alors, félicitations à toute l'équipe et j'espère que ça va continuer dans le bon sens pour le développement de cette étude. Merci tout le monde.